Vous savez probablement que ces pays forment l'Union européenne. Mais que fait l'UE et pourquoi existe-t-elle? L'Union européenne a été créée après la Seconde Guerre mondiale, avec l'intention d'augmenter la coopération entre les pays européens, afin de prévenir une future guerre mondiale. L'Union européenne a été officiellement formée en 1993, mais s'est construite sur des décennies de coopération à travers des unions antérieures. L'Union européenne a de nombreux devoirs et avantages. Surtout, tout citoyen de n'importe quel pays membre peut vivre et travailler dans n'importe quel autre pays membre. L'Union européenne crée et adopte également des lois que tous les pays membres de l'UE doivent suivre. De plus, l'UE a sa propre monnaie, l'euro, qui est utilisé par 20 des 27 pays membres de l'UE. L'Union européenne. En 2023, c'est 27 États membres, 450 millions d'habitants et la troisième économie mondiale. Mais si l'on remonte aux années 50, ce projet d'intégration européenne ne comptait que 6 États et trouvait face à lui le Conseil de l'Europe, qui se voulait alors la principale organisation d'intégration européenne, et l'Europe des 7, créée par le Royaume-Uni pour faire échouer l'Europe des 6, après qu'il n'ait pu empêcher sa création. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe a abandonné tout projet d'intégration politique européenne et reste très peu connu. Et l'Europe des 7 a quasiment disparu, la plupart de ses membres ayant fini par rejoindre l'Union. Ainsi, l'Union européenne s'est imposée face à tous les projets concurrents d'intégration européenne, et elle est parvenue à un niveau de coopération qu'aucune autre organisation internationale n'a réussi à atteindre, y compris sur d'autres continents. Si elle y est parvenue, c'est notamment grâce à la méthode d'intégration sur laquelle elle a été construite dans les années 50 et qui est toujours valable aujourd'hui. C'est cette architecture d'ensemble que nous allons voir dans cette première vidéo consacrée à l'Union européenne, en allant regarder comment on s'y est pris pour faire coopérer ces États indépendants et quelles sont les institutions qui ont été mises en place, ce qui nous permettra de comprendre comment fonctionne aujourd'hui l'Union européenne. Comment fait-on pour faire coopérer ensemble des États qui sont indépendants? Il faut mettre en place une organisation commune qui soit capable, d'une part, de prendre des décisions, c'est-à-dire de produire du droit, et d'autre part, que ces décisions soient réellement mises en œuvre par les États. La solution maximaliste est la création d'une fédération. Les États cessent alors d'être indépendants et créent un nouvel État, ce qui résout la question des modalités de leur coopération. C'est ainsi par exemple que les 13 anciennes colonies britanniques d'Amérique du Nord ont décidé en 1776 de s'associer et de fonder les États-Unis d'Amérique. A l'inverse, la forme minimaliste de coopération est la mise en place d'une organisation internationale classique, comme par exemple l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ces organisations sont essentiellement un lieu de dialogue et de coordination entre États. Mais elles ont du mal à produire des décisions communes et encore plus de mal à les faire appliquer par les États. L'intégration européenne ne pouvait reposer sur aucune de ces deux méthodes. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États européens n'étaient pas prêts à un saut fédéral, et une simple organisation internationale classique n'aurait pas permis de construire un projet ambitieux. Les différents projets d'intégration des années 50 imaginèrent donc de nouvelles méthodes de coopération, parmi lesquelles on peut distinguer un modèle supranational et un modèle intergouvernemental. Le modèle intergouvernemental était porté notamment par le Royaume-Uni, qui voulait garder une relation commerciale privilégiée avec son ancien empire colonial et souhaitait donc une intégration européenne limitée. Il met en place en 1960 l'Association européenne de libre-échange, l'AELE ou l'Europe des 7. Elle se limitait à une zone de libre-échange de produits industriels et ne prévoyait pas d'institutions propres. Les décisions étaient prises par des représentants de chaque gouvernement national, réunis au sein d'un conseil des ministres, d'où le nom de méthode intergouvernementale. Les décisions s'imposaient aux États membres, mais elles étaient prises à l'unanimité. Chaque État pouvait donc bloquer à lui seul une décision. L'Europe des 6 se fondait pour sa part sur la méthode supranationale. Les 6 signent en 1957 le traité de Rome qui crée la Communauté économique européenne, la CEE. De même que pour l'AELE, ces décisions s'imposent aux États membres, mais le traité prévoit deux spécificités importantes. D'une part, il met en place des institutions propres à la CEE, et notamment la Commission européenne et le Parlement européen. Et d'autre part, il prévoit aussi un Conseil des ministres, qui est le principal organe de décision, mais en lui permettant de se prononcer à la majorité qualifiée et pas seulement à l'unanimité. Le fonctionnement à l'unanimité de l'Europe des 7 et son manque d'ambition expliquent en grande partie sa disparition.
A l'inverse, la méthode supranationale a permis à la CEE de parvenir à une intégration étroite très rapidement. Et en s'élargissant de 6 à 27 membres et en gagnant en compétences, elle est devenue l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Voyons maintenant plus en détail le système supranational mis en place pour construire l'Union européenne. Tout d'abord, comment crée-t-on une communauté comme l'Union européenne ? Comme toute organisation internationale, l'Union européenne est fondée sur des traités, qui sont adoptés par chacun des États qui la composent. Et tout ce qui fait l'Union est défini dans ces traités, ses objectifs, ses compétences, son système juridique et bien sûr ses institutions. Cette construction n'est pas pour autant figée, car ce qui est défini dans les traités peut être modifié par des traités ultérieurs. Ainsi, plusieurs traités ont été adoptés depuis le traité de Rome de 1957, comme par exemple le traité de Maastricht de 1992 qui a transformé la CEE en Union européenne. Dans tous les cas, les traités modificateurs doivent aussi être adoptés par chacun des États membres. Et à l'intérieur de chaque État, les règles d'adoption des traités peuvent être différentes en fonction de ce que prévoit la Constitution nationale. En France, un traité doit être adopté par le Parlement ou directement par les citoyens à travers un référendum. Les traités définissent tout d'abord les objectifs de l'Union, c'est-à-dire les sujets sur lesquels les États membres décident de coopérer. En 1957, les États ont décidé de centrer leur coopération sur l'économie, mais en allant plus loin que la simple zone de libre-échange que voulaient les Britanniques. Ils décident de mettre en place une union douanière et un marché commun. L'union douanière signifie que la communauté mène une politique commerciale unique vis-à-vis des États extérieurs avec qui elle peut passer des accords commerciaux au nom de l'ensemble des membres. Et elle applique aux marchandises venant des États tiers un tarif douanier commun. Le marché commun consiste à supprimer les barrières au commerce et à la circulation des personnes à l'intérieur de la communauté. Les marchandises peuvent donc circuler d'un État à l'autre sans payer de droits de douane et sans qu'on leur oppose une norme technique nationale ou des restrictions quantitatives. Et de même, chaque citoyen européen peut se rendre dans n'importe quel État membre et s'y installer pour travailler ou étudier en étant traité comme s'il était un ressortissant de cet État. Cette liberté de circulation s'étend aussi aux services produits par les entreprises et aux capitaux pour permettre les paiements et les prises de participation. Dès l'origine, les objectifs de cette coopération sont donc très larges, mais ils étaient destinés à s'élargir encore, puisque le traité de Rome pose comme objectif d'établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Pour atteindre ces objectifs, les États membres ont confié à l'Union européenne des compétences, c'est-à-dire qu'ils ont défini dans les traités des secteurs où elle a le droit d'agir et de légiférer pour atteindre ces objectifs. Ce sont donc les États qui décident du champ d'action de l'Union. On dit qu'ils ont la compétence de la compétence. A l'inverse, on dit que l'Union a des compétences d'attribution car elle ne peut agir que dans les secteurs où les États membres lui ont attribué à l'unanimité des compétences. Et chaque projet d'acte de l'Union doit préciser quelles sont les dispositions des traités qui l'autorisent à intervenir. Plus précisément, les traités distinguent 3 catégories de compétences. Les États peuvent accorder à l'Union des compétences exclusives. Dans ces domaines, seule l'Union est compétente pour agir. C'est par exemple le cas de la politique commerciale. Il serait en effet incohérent que l'Union définisse un tarif extérieur commun, puis qu'un État membre définisse de son côté un tarif différent. Les traités peuvent aussi définir des compétences partagées entre l'Union et les États membres. Dans ce cas, les États peuvent agir tant que l'Union n'a pas légiféré. C'est le cas par exemple en matière d'environnement, où l'on a à la fois des législations européennes et des législations nationales. Et enfin, les traités prévoient des cas où l'Union dispose de compétences d'appui. Dans ces domaines, l'Union ne peut intervenir qu'en soutien des États membres et ne peut pas définir de règles communes. C'est par exemple le cas en matière de santé ou de culture, domaines dans lesquels l'action de l'Union est du coup très limitée. Dans les domaines où elle est dotée de compétences, l'Union européenne peut agir. Cela passe principalement par l'adoption de lois européennes, qui sont adoptées par l'Union selon les modalités définies dans les traités. Ces lois font partie du droit international et à ce titre, elles ont une valeur supérieure aux lois nationales. Elles s'imposent donc aux États membres, mais aussi directement aux citoyens et aux entreprises. Plus précisément, on distingue 2 types de lois européennes. Les directives fixent des objectifs communs et doivent être transposées en droit national, c'est-à-dire que chaque État membre doit adopter des règles nationales, souvent législatives, pour mettre en œuvre la directive. Cette transposition est une obligation pour les États membres, mais l'intérêt réside dans le fait que l'État a une marge de manœuvre pour définir comment il atteindra les objectifs fixés. Par exemple,
La directive nitrate de 1991 a pour objectif de limiter la pollution en nitrate dans l'ensemble de l'Union européenne et elle est mise en œuvre en France à travers des programmes d'action et à travers des mesures réglementaires. L'autre catégorie de lois européennes est constituée par les règlements. Contrairement aux directives, ils sont directement applicables aux citoyens et aux entreprises. Par exemple, le règlement itinérance de 2017 a supprimé les frais facturés par les opérateurs téléphoniques quand on utilise son forfait dans un autre État de l'Union européenne. Jusqu'ici, on a parlé de l'Union européenne sans plus de précision. Mais derrière cette abstraction juridique se trouvent des institutions qui lui permettent de fonctionner au quotidien et de prendre des décisions, parmi lesquelles notamment les lois européennes que l'on vient d'évoquer. Voyons maintenant ces institutions qui ressemblent, au moins à première vue, aux institutions d'un État national classique. La plus connue est la Commission européenne, qui ressemble à un gouvernement. Elle est composée d'un commissaire par État membre. Mais malgré leur nationalité, les commissaires ne représentent pas les États vis-à-vis desquels ils sont indépendants. À l'inverse, ils sont chargés de défendre l'intérêt général européen. La Commission constitue le pouvoir exécutif et elle met donc en œuvre les politiques de l'Union. Elle est aussi la gardienne des traités, c'est-à-dire qu'elle doit veiller à ce que les États appliquent correctement le droit de l'Union. En matière législative, elle n'a pas de pouvoir de décision. En revanche, elle a le monopole de l'initiative, c'est-à-dire que c'est la seule à avoir le droit de proposer de nouvelles lois européennes. Le pouvoir législatif est partagé entre deux autres institutions, le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union, et le Conseil de l'Union européenne, qui représente les États membres. Pour qu'une loi européenne soit approuvée, il faut qu'elle soit adoptée en termes identiques par ces deux institutions, comme c'est le cas au niveau national entre les deux chambres d'un Parlement. Le Parlement européen réunit 705 députés qui sont élus directement par plus de 400 millions de citoyens européens tous les 5 ans. Les députés européens défendent les intérêts de l'ensemble des citoyens de l'Union et ils siègent en fonction de leur orientation politique et non de leur nationalité. En plus de son rôle de législateur, le Parlement européen dispose des attributions classiques d'un Parlement pour contrôler la Commission, et il peut même la renverser. L'autre co-législateur est le Conseil de l'Union européenne, qui réunit un ministre de chaque État membre différent selon le sujet examiné. Par exemple, ce sont les ministres de l'économie de chaque État qui se réunissent pour examiner un sujet économique, et les ministres de l'environnement pour examiner un sujet environnemental. Chaque ministre défend les intérêts de son État membre. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée ou à l'unanimité selon les sujets. C'est le principal organe de décision de l'Union. La plupart du temps, il codécide avec le Parlement européen, mais dans certains cas, c'est lui qui décide tout seul avec un simple avis du Parlement européen. Le Conseil européen ressemble au Conseil de l'Union, mais c'est une institution différente. Il réunit les chefs d'État ou de gouvernement de chaque État membre. Pour la France, c'est le président de la République qui y participe. Le Conseil européen n'a aucun rôle dans la procédure législative, mais il donne des impulsions politiques aux autres institutions. Et ce dialogue politique au plus haut niveau permet par exemple de débloquer des négociations bloquées au Conseil. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne est chargée de trancher les désaccords entre l'Union européenne et les États membres ou entre les institutions européennes. Elle a le monopole d'interprétation du droit européen et sa lecture s'impose aux juges nationaux et aux institutions européennes. On pourrait également citer la Banque centrale européenne qui définit et met en œuvre la politique monétaire de la zone euro, mais en revanche, elle ne joue pas de rôle dans la procédure législative. Voilà, c'était un premier aperçu général du fonctionnement de l'Union européenne qui pose les bases pour les prochaines vidéos. Et pour commencer, nous verrons bientôt en détail le fonctionnement de chaque institution. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.